Ouais, puis m'entends bien. OK. Donc, bonjour, mon nom est Dr Nicolas Garel, je suis psychiatre au CHUM et chercheur régulier au CRCHUM, puis intéressé, malgré mon jeune âge, aux substances psychédéliques depuis plusieurs années. Donc, c'est mon sujet de recherche principal. Donc, aujourd'hui, on va parler de microdosing. Donc, j'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Puis, bon, il n'y a pas d'atténuation de biais au courant de cette conférence-là. Donc, les objectifs de la capsule de formation, on va clarifier la définition des substances psychédéliques et du microdosing. On en parle beaucoup, donc on va essayer de clarifier ces concepts-là. On va essayer de s'approprier rapidement les données scientifiques actuelles sur le microdosing, identifier les motivations et les profils d'utilisateurs de microdosing, puis utiliser une approche clinique adaptée pour accompagner les jeunes en intégrant des stratégies de prévention et une réduction des méfaits. Donc, le but de la présentation est vraiment qu'elle soit clinique pour vous donner vraiment là, des trucs sur le terrain pour accompagner, accueillir ces jeunes qui tentent le microdosing pour différentes raisons. Donc, au niveau des questions, euh, selon vous, quelles sont les motivations les plus couramment rapportées par les utilisateurs de microdosing? Augmentation de la créativité, favoriser le sommeil et l'appétit, favoriser un sentiment de bien-être, A et C ou toutes ces réponses? Je vais vous laisser répondre. Donc, les réponses rentrent peu à peu. On voit que c'est partagé, c'est intéressant. Donc, je vais vous laisser peut-être une autre minute pour répondre, puis on va pouvoir passer à la question 2. OK, donc passons à la question 2. OK, stop sharing. Donc, on va à la prochaine question. Donc, quelles sont les motivations? Ah non, on est encore sur la même, pardon. Je ne sais pas. OK, donnez-moi un instant. Quels sont les risques potentiels associés avec le microdosing chez les jeunes? Donc, problème d'attention et de concentration, problème cardiaque, inconfort physiologique, anxiété et détérioration de l'humeur, toutes ces réponses. C'est un peu plus homogène. Donc, on va fermer bientôt. Je vous laisse quelques secondes. OK, on va pouvoir retourner à ça plus tard. Donc, euh, stop sharing, je ne sais pas pourquoi les résultats ressortent. OK, c'est bon. Donc, pourquoi on parle de microdosing? Donc, comme vous le savez probablement, il y a un très grand engouement sociétal. Dans les dernières années, on en parle. Il y a, toutes les semaines, il y a un article dans des médias populaires qui sortent sur les psychédéliques. On parle de révolution en santé mentale. Le livre de Michael Pollan, pour ceux qui le connaissent, How to Change Your Mind, qui était sur les psychédéliques, a été vendu à des millions et des millions d'exemplaires à travers le monde. Donc, c'est un sujet vraiment dont on discute beaucoup. Il y a un très grand engouement chez les jeunes. Donc, si on regarde Monitoring the Future Study, c'est une étude du NIH, donc, qui monitore la prise de substances chez les jeunes de 18 à 30 ans. Puis quand on regarde, après 3 décennies, donc ça a commencé il y a 35 ans, cette étude-là, après 3 décennies de prévalence stable, les données montrent vraiment une augmentation là, très marquée. Ça a même doublé entre 2018 et 2021. 8% ont déclaré avoir consommé des hallucinogènes au courant de la dernière année. Puis, c'est vraiment de loin la prévalence la plus élevée qui a été rapportée, alors que ça avait été extrêmement stable pendant 3 décennies. Donc, on voit vraiment un engouement puis une augmentation de la prévalence de l'utilisation de ces substances-là.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, un psychédélique? Donc, c'est intéressant, c'est un terme qui vient du Canada, c'est un néologisme qui a été inventé en 1953 par un psychiatre canadien, Humphrey Osmond, à partir des mots grecs, donc psyché, esprit, âme et délos, révélé, manifesté. Puis c'est ce que les thérapeutes qui utilisent ces substances-là pensent vraiment, c'est qu'on va avoir accès à des processus de pensée auxquels on n'aurait pas accès si on n'était pas dans des états altérés de conscience. Puis les substances psychédéliques qui sont vraiment au centre là, de plusieurs sociétés, de religions, au cœur de ce concept de mysticisme depuis dans vraiment énormément de cultures dans le monde. Puis quand on regarde un peu des données historiques, on parle vraiment d'usage de substances psychédéliques avant Jésus-Christ. Donc, c'est des substances vraiment qui font partie de l'histoire de l'homme euh, depuis très longtemps. Sans rentrer trop dans les détails neuroscientifiques, je pense que c'est important juste de dire un peu comment on pense que ces substances-là agissent. Donc, premièrement, vous allez beaucoup entendre le terme de psychédélique classique, de psychédélique non classique. Donc, des psychédéliques classiques, c'est les psychédéliques auxquels on pense communément, qui sont les psychédéliques sérotoninergiques, donc qui agissent sur la sérotonine. C'est vraiment comme ça qu'on définit cette classe-là de substances, c'est qu'ils vont activer un récepteur précis de la sérotonine, le récepteur 5-HT2A. Puis on sait ça parce que quand on donne un bloqueur de ce récepteur-là, même si on donne du LSD ou de la psilocybine, les patients ne ressentiront rien. Donc, on sait que l'expérience psychédélique, le siège de cette expérience-là se trouve au niveau de l'activation vraiment de ce récepteur-là. Puis, une fois qu'on active ce récepteur-là, on va vraiment augmenter la désorganisation de la communication des neurones dans le cerveau. Puis, il y a vraiment des communications neuronales entre des réseaux qui d'habitude ne se parlent pas, qui vont se parler. Puis c'est comme ça qu'on va donner vraiment siège à cette expérience intense où on va avoir des perceptions altérées, les images bougent, sont plus salientes. On va avoir une génération émotionnelle où les gens peuvent vivre des émotions très intenses. Il peut y avoir des espèces de sentiments là, quand l'expérience progresse d'interconnexion avec soi-même, avec la nature. Donc, vraiment, ça peut donner des expériences très intenses. Puis ça, c'est quand on parle de donner un psychédélique à haute dose. Donc, les psychédéliques classiques, donc qui jouent sur la sérotonine, on parle de psilocybine, les champignons magiques, le LSD, le DMT qu'on va retrouver dans le breuvage traditionnel de l'ayahuasca, la mescaline. Puis maintenant qu'on va parler plus de psychédéliques non classiques qu'on n'aborde pas aujourd'hui, on peut parler de kétamine, de MDMA. Donc vous allez entendre ces termes-là. Donc, c'est quoi les mécanismes thérapeutiques? On pense que c'est des substances qui peuvent augmenter la plasticité neuronale, puis augmenter le nombre de connexions que les neurones peuvent faire. Puis, c'est un peu ce qui sous-tend là, les théories de comment c'est thérapeutique, c'est que si on pense qu'un cerveau qui est sous un stress chronique, comme de la dépression, des troubles anxieux, réfractaires, puis on voit ça comme un peu là, un environnement toxique pour les neurones, il va avoir une atrophie neuronale, donc les neurones deviennent un peu toutes ratatinés. Puis là, on pourrait donner ces substances-là qui vont réaugmenter la taille des neurones, la connexion entre les neurones. Puis c'est ce que nous démontrent un peu les études animales qu'on donne ces substances-là. Puis là, les pauvres souris, on retire leur cerveau, on fait des coupes neuronales, on regarde des neurones, on voit qu'il y a plus de connexions. Donc, juste rappeler que c'est un statut là, qui est illégal. C'est des substances qui sont illégales, puis des fois, je trouve, quand je parle avec des partenaires ou des gens en communautaire, on peut perdre cette vision-là, que c'est des substances illégales parce que il y a beaucoup de rapports dans les médias de patients qui ont été traités par des champignons magiques. Donc, il faut se rappeler vraiment que la seule possibilité d'administrer ces substances-là, c'est ou bien dans des projets de recherche qui ont été acceptés par des comités d'éthique ou par le programme d'accès spécial de Santé Canada. C'est là où on a vraiment commencé à en entendre encore plus parler des psychédéliques à un niveau canadien. C'est qu'en janvier 2022, le gouvernement canadien, Santé Canada, a ouvert l'utilisation clinique de ces substances-là pour des patients qui avaient des pathologies réfractaires. Donc, on parle dans les médias de patients qui ont été traités. Le patient là, que vous voyez, là, ça, c'est un patient qui était un de mes patients qu'on a traité il y a environ 1 an et demi, qui est décédé maintenant, qui était dans un contexte de détresse existentielle de fin de vie. Mais je veux juste rappeler aux professionnels que c'est des substances illégales. Donc, notre rôle vraiment, quand on a
patients qui rapportent cette utilisation-là, même si on a lu sur les psychédéliques, on pense que ça peut être thérapeutique, il faut vraiment informer sans promouvoir, avoir une approche neutre. Puis c'est aussi relativement toléré à un niveau sociétal et par le corps policier. Puis vous avez peut-être vu dans les médias qu'à Toronto, dans certaines villes canadiennes, il y a des magasins qui ont pignon sur rue, là, qui ont vraiment là, un magasin ouvert au public, on peut rentrer, sortir, qui vendent la psilocybine. On avait eu un magasin qui avait essayé à Montréal puis qui a été fermé assez rapidement, mais dans d'autres villes canadiennes, ça peut être toléré. Donc, c'est quoi le microdosing? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'utilisation de très faibles doses de psychédéliques sans effet hallucinogène marqué. Donc, l'expérience intense que je vous parlais, c'est pas ça qu'on vise avec le microdosing. On veut prendre des petites doses de ces substances-là pour, en fait, avoir un effet positif sans entraîner des altérations perceptuelles. Donc, si vous avez un jeune qui vous dit, mais moi, je microdose, puis tu sais, je vois les couleurs différemment, on n'est plus dans le microdosing, là. Parce que le but est vraiment que ça soit ce qu'on dit subperceptuel, donc sous une altération des perceptions au niveau sensoriel. Puis généralement, c'est un concept qui est mal défini scientifiquement, mais on parle d'un cinquième à un vingtième d'une dose récréative ou d'une macrodose, puis la définition la plus acceptée, c'est le dixième d'une dose. Puis là, les gens vont le prendre de façon très différente. La fréquence typique, c'est 2 à 4 fois par semaine. Je vous dirais qu'un des protocoles qu'on retrouve le plus chez les utilisateurs, là, tu sais, c'est le lundi, le mercredi, le vendredi, où ils en prennent une journée, ils sautent l'autre journée, ils retournent l'autre journée. Puis là, les périodes de dosage peuvent varier d'une semaine. On prend une pause pendant quelques mois, on le refait une semaine à des gens qui microdosent pendant 2 ans. Donc, les protocoles sont très variables. Je pense que ça vaut la peine de poser ces questions-là à nos utilisateurs pour mieux comprendre leur pattern tu sais, de consommation pour pouvoir les guider par la suite. Puis les substances les plus courantes là, dans le microdosing, c'est vraiment le LSD et la psilocybine. Les motivations et les effets escomptés par les utilisateurs, quand on regarde les études, puis des espèces de données là, de survey, d'enquête qui sont faites au niveau des utilisateurs, ce qui revient surtout, c'est augmenter la concentration, donc le focus, augmenter le bien-être, l'humeur, augmenter le côté sociabilité. Donc, il y a des gens qui vont rapporter que ça les rend plus social, plus à l'aise, comme quelqu'un pourrait rapporter prendre un verre d'alcool, ça me désinhibe un peu, j'ai l'impression d'être plus à l'aise dans mes conversations. Les gens vont rapporter ça aussi. On entend beaucoup aussi l'augmentation de créativité. C'est une substance qui est beaucoup consommée en ce moment à Silicon Valley par des programmeurs pour se sentir plus créatifs, par des artistes, pour augmenter l'énergie. Donc ça, c'est beaucoup des motivations, effets escomptés par les utilisateurs. Puis, il y a aussi les gens qui vont être moins dans l'espèce d'augmentation ou bien des performances ou de l'humeur, mais plus dans un côté de traiter un côté pathologique. Et c'est là où c'est super important de poser ces questions-là. On y revient plus tard. Pourquoi? Donc, il y a des gens qui vont dire, moi, je prends ça pour traiter ma dépression, pour traiter mon trouble d'anxiété, parce que je veux arrêter de consommer, parce que j'ai des douleurs chroniques. Puis les gens rapportent, là, selon, encore une fois, des enquêtes, qu'il y aurait peut-être un effet antinociceptif, donc antidouleur. Donc, très important de questionner les motivations. Puis quand on est face à des gens qui veulent s'auto-traiter, je pense que c'est important d'apporter plus d'informations, là. Donc, les données scientifiques, il y a peu d'études cliniques robustes. On est encore, là, je vous dirais que le jury est toujours présent pour savoir est-ce que c'est strictement placebo ou c'est un placebo associé à un autre type de mécanisme. Donc, est-ce que c'est juste le fait qu'on pense que ça va nous amener ces effets-là, puis le fait de prendre cette substance-là avec ces attentes-là va amener les effets contributifs, parce que le pouvoir du placebo, c'est assez fort. Puis pourquoi on se pose ces questions-là? C'est que dans le fond, au cours tu sais, des 10 dernières années, il y a environ une vingtaine d'articles expérimentaux ou quasi-expérimentaux qui ont été publiés sur le sujet. Puis il y a vraiment diverses méthodologies allant juste, tu sais, des études, on lance ça sur Internet, puis les gens s'auto-inscrivent puis remplissent des questions, jusqu'à, tu sais, des devis d'études les plus contrôlés où les gens se font donner, tu sais, une pilule de sucre ou un microdosing, donc des études qu'on parle en double aveugle, contrôlées, les gens ne savent pas ce qu'ils prennent. Puis, si on regarde les différentes méthodologies, on a des résultats contradictoires. Donc, plus la méthodologie est rigoureuse,
Donc, moins les gens savent s'ils prennent du microdosing ou un placebo, moins les effets sont observés. C'est quand on regarde vraiment les études où les gens ne savent pas ce qu'ils prennent, on n'a pas beaucoup de différence entre le groupe qui prend un placebo versus microdosing, versus quand on demande à des gens qui microdosent dans leur vie de tous les jours par des enquêtes sur Internet. Là, on va voir des effets beaucoup plus importants. Donc, c'est qui utilise? Des étudiants, des jeunes adultes en recherche de performance, des jeunes qui veulent s'auto-traiter. Puis il y a vraiment une très grande influence, là, une influence majeure des réseaux sociaux. Par exemple, ce compte-là de Reddit là, sur le microdosing, il y a 280 000 abonnés. Puis ça, des groupes comme ça sur Internet, il y en a énormément qui se partagent des protocoles, qui disent à quel point ça les a aidés sur certains aspects ou pas. Donc, on a des très grosses communautés. Et généralement, dans des grosses communautés aussi, ça peut envoyer le signal que, ah ben, il y a beaucoup de monde qui le font, c'est sécuritaire, moi, je vais commencer. Puis on a quand même des signaux un peu scientifiques qui montrent que la perception des risques potentiels diminue. Puis plus la perception de risques potentiels diminue, plus les gens sont enclins à y aller. Donc, je pense que c'est un phénomène un peu d'avalanche. Puis je parle tu sais, à vous, là, thérapeutes, dépendamment de vos styles de pratique, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont rencontré des jeunes qui vous ont parlé de ça dernièrement. Donc, différents scénarios, on va rencontrer un jeune au cégep avec un TDAH qui veut essayer le microdosing pour mieux performer à l'école. On va rencontrer un patient avec une anxiété sociale qui veut microdoser comme une alternative aux antidépresseurs. Un universitaire étudiant dans un programme d'art qui va être plus créatif. Un adolescent de 15 ans qui veut diminuer sa consommation de THC. Donc, c'est tous des types de scénarios cliniques qu'on rencontre et qu'on va rencontrer de plus en plus, je crois. Donc, qu'est-ce qu'il faut rapporter? Je pense que dans l'accompagnement, il faut rappeler que ce n'est pas des substances contrôlées. Donc, il n'y a aucune réglementation. Parce que vous pouvez voir, si vous allez sur Internet, vous pouvez commander de plusieurs sites du microdosing. Puis, assez impressionnant, moi, il y a un utilisateur qui m'a amené là, son pot. Ça arrive, c'est des pots vraiment de pilules conventionnelles, c'est des capsules avec une étiquette dessus. Ça fait très, très pilule pharmaceutique, là, de grade pharmaceutique. C'est qu'on pourrait se croire que c'est un peu mieux contrôlé en tant tu sais, de quantité de produits qui sont. Tu sais, il n'y a pas de risque de contaminant, ça a l'air d'une pilule pharmaceutique, mais au contraire, tu sais, je pense que le nombre de doses d'une pilule à l'autre peut varier énormément. Puis dans le même pot de pilule, on serait supposé d'avoir 0,3 grammes de psilocybine. Il y en a une qui a 0,3, il y en a une qui a 0,7. Puis vous pouvez très bien imaginer quelqu'un qui a étudié en prenant un comprimé, ça a bien été, qui prend un autre comprimé avant d'aller à son examen final. Puis là, finalement, c'est beaucoup plus fort. Il y a de la misère à se concentrer, il y a des effets perceptuels. Tu sais, je pense que c'est important de rapporter ça, puis les conséquences qui peuvent être associées. Qu'on regarde, encore une fois, chez des enquêtes d'utilisateurs, c'est quoi les effets un peu secondaires les plus rapportés? Les gens, puis vous allez voir, c'est le contraire en fait de ce que les gens peuvent rapporter comme effet positif. On a complètement l'autre côté de la médaille, où il y a des gens qui peuvent rapporter une augmentation de l'anxiété, une détérioration de l'humeur, se sentir plus agité, dysphorique. Ça peut entraîner du trouble, tu sais, des troubles du sommeil. C'est quand même des substances qui jouent sur la sérotonine, qui est directement en lien avec tu sais, notre cycle circadien. Donc, les gens peuvent commencer à avoir beaucoup plus de difficultés à s'endormir. Un des, pardon pour la faute, un des plus grands effets secondaires rapportés, c'est l'inconfort physiologique et perceptuel. Donc, des gens qui vont dire, je sens mon cœur battre, débattre, j'ai chaud, froid. Puis, il faut savoir que la sérotonine est très impliquée au niveau de l'hypothalamus, qui est la structure dans notre cerveau qui régule beaucoup de nos fonctions autonomes comme la température, les cycles éveil-sommeil, peuvent dire j'ai des frissons, j'ai chaud, froid, je sue. Puis au contraire, tu sais, comme je vous disais, il y a des gens qui peuvent rapporter que ça les aide beaucoup à se concentrer. Il y a des gens qui disent ben, ça m'a entraîné des problèmes cognitifs, j'ai de la misère à me concentrer. Puis ça peut aller d'une pilule à l'autre, dépendamment justement du dosage. La grande crainte, je pense, qu'on a comme nous, tu sais, thérapeutes en santé mentale, est-ce que ça peut entraîner des décompensations psychiatriques, de psychose, de manie chez des jeunes vulnérables?
Au niveau du microdosing, c'est moins clair. Ça, c'est clairement possible, je pense, à un niveau théorique, quand on regarde c'est quoi le mécanisme d'action de ces substances-là. On a des données dans le macrodosing, donc des gens qui ont pris des psychédéliques à plus haute dose, que ça peut entraîner des phénomènes psychotiques, des manies. Puis dans toutes les études en ce moment qui se passent dans le monde, un des critères d'exclusion vraiment clair, là, c'est quand les gens ont des histoires familiales de troubles bipolaires ou de troubles psychotiques, c'est des patients qui sont exclus des études. Donc, je pense que c'est important aussi de parler spécifiquement de ce risque-là avec des jeunes qui auraient cette fragilité-là, qui ont encore plus déjà fait des épisodes, mais au niveau même de l'historique familial. Il y a un risque potentiel, puis je vais vous dire que moi, c'est un des risques que je rapporte le plus avec mes patients, parce que des fois, de parler de risques plus d'agitation, de troubles du sommeil, c'est un peu moins concret. Des fois, je trouve que quand on parle de, tu sais, de manque de connaissances puis de risques potentiels à un niveau physique, on a des oreilles peut-être plus attentives. Vous me direz si ça vous parle ou non. Mais il y aura un risque potentiel théorique de cardiopathie valvulaire, parce que c'est des substances qui jouent sur un type de récepteur qui est le récepteur 5-HT2B de la sérotonine. Puis il y a des médicaments qui ont été retirés du marché parce qu'il y avait cette action-là, parce que ça peut entraîner des problèmes de valvules, donc de valves cardiaques dans notre cœur. Donc il y a ce risque-là théorique. Puis moi, ce que je dis à mes patients, c'est de dire, écoutez, il y a un risque théorique. On n'a pas encore d'études qui nous montrent qu'il y a eu ce problème-là, mais je pense qu'il faut être conscient que justement, on est un peu en avant de la science, puis on n'a pas encore une bonne compréhension de c'est quoi le profil de risque de prendre ces substances-là de façon répétée pour au moins que les gens prennent une décision consciente et éclairée. Donc, comment accompagner comme professionnel de la santé? Je pense qu'il faut faire des questionnements ouverts, intéressés, sans jugement, questionner la motivation, la fréquence, la source, les attentes, le contexte dans lequel c'est pris, avoir une approche de prévention, réduction des méfaits, moduler les attentes irréalistes, parler un peu de ces études en double aveugle, qu'on a moins de signal, tu sais, pour pas que les gens aient l'impression que ça va changer leur vie, parce que je peux vous dire, pour avoir lu quelques bouquins sur le sujet, on parle des fois là, de vraiment là, de quoi générer des attentes irréalistes. Souligner les incertitudes scientifiques autant au niveau thérapeutique, au niveau des risques, de dire qu'on a peu d'études, que c'est peu compris, qu'éventuellement on aura une meilleure compréhension, qu'il y a beaucoup d'études en cours, mais pour le moment c'est très flou. Je pense que c'est important d'aborder le concept du set and setting. Ça, c'est un concept très important au niveau de la littérature psychédélique, qu'on dit que c'est des substances qui augmentent beaucoup la sensibilité à l'environnement interne et externe. Donc, c'est comme si on augmentait la salience de notre émotivité puis de notre perception de l'environnement. Donc, des gens qui vont vous dire, ben moi, je vais m'auto-médicamenter. On a des données qui montrent vraiment une intensification des états émotionnels préexistants. Donc, des gens qui sont souffrants, qui prennent ces substances-là, ça pourrait augmenter beaucoup cette sensibilité à ces états très dysphoriques-là. Versus quelqu'un qui dit, je prends ça pour augmenter ma créativité, je vais bien, je suis de bonne humeur. Donc, de partager quand même qu'il y a des gens qui sont dans un concept d'auto-traitement, il y a probablement plus de risques d'avoir les effets négatifs et non les effets thérapeutiques potentiels qui guident pourquoi des gens voudraient prendre ces substances-là. Et toujours offrir des alternatives validées quand on est face à des gens qui veulent s'auto-traiter, qu'on parle de thérapie, de pharmacothérapie. Donc, je pense que c'est super important quand je vous parlais d'évaluer la motivation, puis ce pourquoi les gens veulent consommer ces substances-là, parce que si on est face à quelqu'un qui veut augmenter un peu ses performances, que tout va bien dans sa vie, versus quelqu'un qui veut s'auto-traiter, je pense que c'est assez clair, mais on n'est pas face au même profil de risque. Donc, les messages clés, avoir un dialogue ouvert, sans jugement, comprendre les motivations, évaluer le niveau de connaissance aussi des gens, parce que vous allez tomber sur des gens qui vont tous pouvoir vous apprendre sur le microdosing, les psychédéliques. Tu sais, on voit des communautés là, de gens, c'est des grands experts, là. Moi, d'ailleurs, il y a plein de personnes qui m'apprennent plein de choses sur ces substances-là. Euh, puis je pense qu'à partir de là, c'est des gens qui ont pris des décisions un peu plus éclairées que quelqu'un qui a moins lu, un peu plus vulnérable, que son ami lui a dit de dire ça, qui ne s'est pas trop posé de questions. Transmettre les informations scientifiques de façon critique. C'est pour ça que j'ai pris un peu le temps de vous transmettre les différences entre des études rigoureuses, bien construites,
pas trop d'effet entre les groupes qui prennent un placebo ou du microdosing versus ces rapports phénoménaux, miraculeux qu'on demande à des gens qui microdosent eux-mêmes sur Internet. Puis l'importance d'un accompagnement clinique adapté à la réalité, comme d'habitude. Donc, on retourne à nos réponses. Donc, quelles sont les motivations les plus couramment rapportées par les utilisateurs de microdosing? En effet, c'est l'augmentation de la créativité, favoriser un sentiment de bien-être. Euh, je pense qu'il faudrait aussi euh, rapporter aussi toutes les autres choses que je vous ai dit, mais ça, c'est vraiment des choses qui reviennent très fréquemment. Puis, après ça, désolé, je dois faire des choses avec le quiz, mais je ne suis pas sûr que j'appuie sur les bons boutons. Puis après ça, quels sont les risques potentiels associés avec le microdosing chez les jeunes? La réponse était toutes ces réponses. Ce qui a été la majorité du groupe a rapporté, là. Donc, plus de 80% des gens ont eu la bonne réponse à cette question-là. Donc, euh, je pense qu'on peut passer à une période rapide de questions. Il y a les références pour que les gens que ça intéresse. Puis, je laisse ici mon email, mon courriel pour que les gens m'écrivent pour parler. C'est un sujet de grand intérêt. Donc, toujours ouvert à discuter de ça plus amplement avec des gens qui seraient intéressés à m'écrire.